Comme tous les soirs, on avait dressé la table à manger et vu qu'on était durant la période scolaire, on pouvait se coucher plus tard. Donc on attendait mon père pour dîner ce soir-là. On regardait un film quand soudain on a entendu un bruit qui nous a fait penser à un éclair. Puis un second bruit quelques instants après. Le téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Il faut dire qu'à ce moment-là, mon grand frère et ma grande sœur vivaient à l'étranger, donc je faisais office d'aîné à la maison, donc c'est moi qui répondais au téléphone. Où est le chef d'état-major? C'est une situation de crise. Est-ce que le chef d'état-major est mort dans l'avion? Mais finalement, on a eu leur confirmation. Mon père venait de mourir dans l'avion. Il le ramenait du sommet d'Arusha. Ce soir, la soirée s'articule autour du thème après. Pour moi, pour ma famille, je dois dire que l'après a commencé à ce moment-là. Le matin même, j'étais insouciante, loin d'imaginer que tout pouvait basculer le soir même. Je dois dire ici que je me suis beaucoup reconnue dans ce que le docteur a dit. Ayant vécu plusieurs drames, plusieurs deuils dans la famille, on s'imaginait qu'après, l'après allait être classique. On allait récupérer les corps, on allait procéder à un enterrement et ensuite essayer de reprendre un cours de vie plus ou moins normal. Mais on ne pouvait pas imaginer la tournure que les événements allaient prendre à ce moment-là. On a demandé de parler de l'après, donc pour moi j'ai articulé l'après en 3 périodes différentes. La première période va d'avril 94 à septembre 94. On a fui le Rwanda dans la précipitation, sans aucun effet personnel, ni aucun souvenir auquel se rattacher. Après multiples embûches dans lesquelles je ne vais pas rentrer dans les détails, on s'est retrouvés à Bukavu, ma petite sœur et moi, car ma mère a eu le souci de nous faire terminer l'année scolaire. Les autres étaient encore petits, donc le retard n'allait pas avoir un impact sur eux. À Bukavu, j'ai eu un premier choc de culture, mais positif. J'ai été surprise par la chaleur et surtout le franc-parler des Congolais. Et je pense que ça a été un premier remède pour ne pas sombrer dans une dépression immédiate. Notre famille d'accueil nous a pris sous son aile et nous a traités comme ses propres enfants. À l'école, mes camarades de classe étaient très compatissants de la situation et n'ont pas du tout sombré dans un sentiment de pitié à notre égard. On a pu rejoindre la Belgique en juin 1994. À notre arrivée, on s'est retrouvés entassés dans un appartement de 2 chambres à plusieurs. Je remercie ma tante et son défunt mari au passage pour nous avoir accueillis. On n'a pas eu le temps de ressasser le passé, ni de parler de ça. On suivait avec horreur l'actualité de ce qui se déroulait chez nous. Le Rwanda était devenu tristement célèbre. D'un côté, le nombre de morts ne cessait d'augmenter. On a commencé à parler de génocide. On voyait tous les expatriés revenir dans leur pays, puis ce fut l'exode des Rwandais vers le Congo en majorité, et rebelote, des milliers de morts, du choléra, des dysenteries et des mauvaises conditions, comme disait le docteur dans les camps. Je pense que c'était comme une malédiction qui avait frappé notre peuple. De mon côté, m'estimant chanceuse d'avoir pu survivre avec ma mère, mes frères et mes sœurs, j'ai occulté le fait que moi aussi j'étais une victime. La deuxième période s'articule autour de septembre 1994 à juin 2008. Nous avons donc repris le chemin de l'école cette année-là. La directrice, sachant qu'on venait de fuir le Rwanda à un moment crucial, avait approché tous les professeurs et leur avait dit d'être plus ou moins bien intentionnés, de prendre des précautions avec nous. C'était d'ailleurs bizarre de voir des étrangers se soucier de notre état psychologique, alors que dans la communauté, l'état d'âme n'avait pas beaucoup de place. Mais j'ai compris les raisons de cela et j'y reviendrai plus tard. C'était aussi bizarre
c'était aussi bizarre de voir que les gens autour de nous vivaient normalement. Le souci des jeunes étant leur tenue vestimentaire, le souci éternel des jeunes filles qui étaient les régimes, le problème de poids. Alors que nous, on avait constamment en tête le Rwanda. Qu'est-ce qui se passe sur place? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer un jour? Est-ce qu'on va pouvoir enterrer un jour mon père? Mais ça n'a jamais été le cas. Donc c'est une longue période de reconstruction comme on peut. Depuis le Rwanda, je dois dire que je ne supporte pas beaucoup la vue du sang. Je n'aime pas voir dans les films les avions qui se crachent, et je n'aime pas voir les couteaux. Je dis une reconstruction comme on peut parce que aller voir un psychologue n'est pas un fait habituellement pratiqué dans la communauté, ni dans nos traditions d'ailleurs. Quand nous sommes arrivés, je pense que nos parents n'ont pas eu le temps eux-mêmes de faire leur deuil. Ils devaient organiser la vie des enfants, des survivants, donc pas de temps de s'habituer sur leur sort. On comprend que dans ce contexte, ils ne pouvaient pas s'imaginer faire un travail de fond sur le ressenti de leurs enfants. Comme on dit chez nous et comme on l'entend toujours aujourd'hui. Le crash de l'avion présidentiel dans lequel étaient deux présidents en exercice ainsi que des officiels a toujours passé comme un non-événement, aujourd'hui encore. Comme si l'avion était tombé tout seul, nous obligeant finalement à marcher la tête baissée, alors à faire profil bas, alors que nous aussi nous sommes des victimes. Comme si nous n'avons pas le droit de pleurer nos proches. J'ai été fortement déçue par mes compatriotes quand j'ai vu, excusez-moi du terme, la boucherie à laquelle un peuple a pu se livrer entre lui. Je ne pouvais pas imaginer que l'être humain était capable d'autant d'atrocités envers son semblable. Bien sûr que le génocide est condamnable, que tous ces milliers de Tutsis et Hutus n'avaient pas le droit de mourir dans de telles conditions. Malheureusement, ce qui empoisonne encore le peuple rwandais est que le droit à la victimisation n'est pas reconnu à tous. Mais ici, je ne parle pas de victimisation dans un sens péjoratif. C'est surtout le fait de reconnaître le statut de victime à chacun de nous. Dès que les Hutus essayent de dire qu'ils ont aussi perdu des leurs, on crie au négationnisme. Comme si on ne pouvait pas faire son deuil tout en reconnaissant à l'autre son statut de victime. La douleur ne choisit pas, le malheur frappe tout le monde de la même façon. À l'école, dès que je disais que j'étais rwandaise ou un peu ailleurs, la première question était « Ah, vous êtes Hutu ou Tutsi ?» Je me suis toujours efforcée de répondre que ça n'avait pas d'importance, parce que si aujourd'hui je suis à l'extérieur en tant que victime, c'est parce qu'on a souvent parlé de cette pseudo-différenciation. Je me suis toujours efforcée d'expliquer aux gens qui me demandent « Est-ce que vous parlez la même langue? Est-ce que vous avez la même culture? Est-ce que vous vous reconnaissez entre vous ?» Ben non. Alors, c'est quoi la différence? Il n'y en a aucune. Entre 1995 et 2000, les mauvaises nouvelles se sont succédées. Des cousins décédés dans des camps au Zaïre, toutes mes tantes paternelles, quelques cousins, ainsi que mes grands-parents assassinés au Rwanda, de la façon la plus cruelle. Certains ont été fusillés, d'autres brûlés vifs. Ma grand-mère, ayant vu tous ses enfants décimés les uns après les autres, est morte d'une crise cardiaque. Ma vie s'est ensuite déroulée selon un schéma plus ou moins classique. Terminer mes études, me marier, le premier emploi et fonder une famille. Là encore, je dois dire que ça a été une période difficile. Mon père étant mort quand j'avais 17 ans, je peux dire que j'ai encore un héritage son éducation et son mode de pensée. À chaque étape de ma vie, je me suis demandé s'il aurait approuvé mon mode de vie, s'il aurait été fier de moi. Il m'a manqué lors de la remise de mon diplôme, lors de mon mariage, lorsque j'ai retrouvé mon premier emploi. Mais heureusement que ma mère, mes frères et mes sœurs ont toujours été là à ces grandes occasions. Je me suis mariée à un Camerounais, chose qui aurait été très peu probable au Rwanda. Cette période s'achève en juin 2008. Pourquoi cette période? Parce que c'est la période où je suis devenue maman et que j'ai mieux compris tout ce que ma mère ainsi que toutes les autres femmes rwandaises ont dû endurer. Avec la difficulté et la crainte qu'on a pour son enfant dans des bonnes conditions comme ici, je n'ose pas imaginer ce qu'ont subi toutes ces femmes rwandaises qui se sont du jour au lendemain retrouvées veuves, avec des enfants à éduquer seuls et surtout dépouillées de toutes les ressources pour lesquelles elles avaient tant travaillé.
Donc ici, je rends un hommage à nos mères, pour qui la plupart avaient sûrement l'âge que j'ai aujourd'hui. Parce qu'en arrivant, elles ont dû faire face aux procédures d'immigration, elles ont dû devenir chefs de famille, trouver des revenus pour subvenir aux besoins de leurs enfants et faire face aux problèmes générationnels. J'ai également compris à ce moment-là, ayant terminé les études, et là c'est un hommage que je rends aux hommes rwandais, que la plupart d'entre eux étaient arrivés au moment de leur vie avec une bonne situation, un travail stable et une position sociale reconnue au Rwanda. Arrivés ici, beaucoup se sont vus leur spécialité refusée et ils se sont retrouvés eux aussi dans une situation où ils devaient repartir à zéro, dévaloriser ou réorienter leur vie. Ce que j'imagine est difficilement supportable pour les pères de famille, surtout dans nos traditions rwandaises. C'est pour dire qu'en dehors du traumatisme du génocide et de la guerre, il y a des problèmes sociaux qui se sont présentés, dont j'ai pris conscience seulement une fois devenue parent. La troisième période, c'est aujourd'hui, donc c'est ce que je ressens maintenant. Je ne sais pas si je peux dire que c'est avec la maturité, parce que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, certainement, mais je me sens un peu plus apaisée. Je commence à m'intéresser à l'actualité rwandaise, car j'ai autour de moi des neveux et des nièces qui me demandent comment est le Rwanda et quelle est mon expérience et surtout comment je vivais à leur âge. Aujourd'hui, quand on me demande encore si je suis Hutu ou Tutsi, je continue à affirmer que je suis une Rwandaise avant tout. J'explique l'histoire du Rwanda telle que je l'ai apprise, telle que je l'ai vécue, mon expérience et surtout, j'explique ma répugnance à la guerre. À ma fille, je parle beaucoup du Rwanda, de son papy qu'elle ne connaîtra jamais, et un jour j'aimerais l'y amener ainsi que mon mari camerounais. Le but de mon témoignage aujourd'hui n'est certainement pas de me lamenter sur mon sort, je pense que plus ou moins fait mon deuil, mais c'est surtout pour porter un message, j'espère un message d'espoir aux plus jeunes sur deux aspects. Le premier aspect est par rapport à l'identité. C'est vrai, et je trouve dommage, on constate que plusieurs jeunes, ou enfants on va dire, ne savent même pas dire bonjour en Kinyarwanda, c'est donc la faute aux parents, notre faute, alors que d'un autre côté, on exige d'eux qu'ils se comportent à la rwandaise. Naît alors ce fameux conflit générationnel et identitaire qui fait que les jeunes s'identifient à la culture occidentale alors que les parents attendent d'eux qu'ils adoptent la culture rwandaise dont ils ne connaissent ni la langue ni l'histoire. Donc, mon message aux jeunes, c'est entourez-vous des personnes qui vous portent vers l'avant, quelle que soit leur race ou leur nationalité. À l'université, ne cherchez pas à créer des groupes à part, j'ai envie de dire de contestataires. Maintenant, je ne sais pas si ça existe, mais à mon époque, ça existait, c'était pas il y a très longtemps. Osez postuler à des endroits où vous ne pensez pas qu'on vous prendra. Osez rêver et surtout, soyez libre dans vos têtes. Ensuite, par rapport à la problématique rwandaise, c'est un sujet très délicat, mais je pense que notre salut viendra encore une fois des jeunes générations qui n'ont pas subi les dommages collatéraux au premier degré. Osez reprendre les choses en main. Je félicite au passage encore une fois cette équipe de Jambo qui est assez dynamique, parce que j'imagine que la plupart d'entre vous n'avaient jamais été au Rwanda. Et ce que je voudrais souligner, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup quand je lis les forums des sites d'information rwandais. C'est finalement cette petite guéguerre de mémoire qui s'opère alors qu'une vie vaut une autre, qu'on est tous pareils face à la douleur. C'est comme si finalement on n'avait tiré aucune leçon du passé. Il faudra bien qu'un jour les Rwandais comprennent que les ethnies ont toujours existé et continueront à exister et qu'il faudra bien qu'on cohabite. Mais comment? Là est la grande question. Comment arriver à faire que les Hutus et les Tutsis s'asseyent ensemble pour construire le Rwanda demain et oublient toute notion d'ethnie et ne pensent qu'en termes de nationalité rwandaise? Je pense que cela passera par le pardon et le dialogue. Il faudrait que les Rwandais apprennent aussi à dire ce qu'ils pensent. Là, j'en reviens à mon premier choc de culture que j'ai subi au Congo. Nous sommes malheureusement, et c'est vrai, nous sommes qualifiés d'un peuple caractérisé par une certaine hypocrisie.
c'est culturel. Cela a sans doute, peut-être et sûrement des effets positifs, mais on doit pouvoir faire la part des choses et se dire réellement ce qu'on pense. Sinon, on est reparti dans un cycle infernal de guerre qui va empoisonner la vie des générations futures. Je n'ose pas m'aventurer dans le côté politique car je n'ai pas encore réussi à m'y intéresser. Mais tout simplement ce que j'aimerais dire aux personnes qui s'y intéressent, aux jeunes et aux moins jeunes, je n'ai aucun conseil à leur donner, mais tout ce que j'ai envie de leur dire, c'est d'avoir en mémoire ce fameux compromis à la belge qu'on voit tous les jours, tellement compliqué, mais qui arrive à intégrer les points de vue des uns et des autres. Merci pour votre écoute.